Un jour ordinaire de mai 2006. La police de la province de Chongbuk a reçu une plainte d'une lycéenne âgée de 16 ans, prénommée Chong. Originaire de la ville de Jeongju, la jeune fille suppliait les agents de lui venir en aide, se plaignant de douleurs aiguës. Lors du premier examen, de nombreuses blessures ont été constatées, et il est immédiatement apparu qu'elle nécessitait une prise en charge médicale en urgence. Le cauchemar qu'elle a vécu a débuté le 2 mai 2006. Après les cours, alors qu'elle s'apprêtait, comme à son habitude, à rentrer chez elle, 3 camarades de classe l'ont abordée à l'improviste et ont commencé à lui poser des questions. Chong n'était pas proche d'elle. Timide de nature, elle a préféré garder le silence. Ce comportement a vraisemblablement irrité les filles. Elles ont alors brusquement eu recours à la violence. Selon Chong, ses camarades lui réclamèrent de l'argent depuis quelque temps déjà, et lorsqu'elle ne parvenait pas à leur remettre la somme exigée, elle la punissait. Parmi les formes d'intimidation utilisées, elle la frappait avec divers objets et lui infligèrent des blessures douloureuses à l'aide de fournitures scolaires, laissant des marques visibles sur sa peau. Avec le temps, leur cruauté s'est aggravée. Les jeunes filles ont même commencé à la brûler en classe, en utilisant des fers à friser. Ces appareils atteignent des températures capables de provoquer des brûlures graves. Un mois de maltraitances incessantes a eu de lourdes conséquences sur sa santé. Chong a subi des lésions à la colonne vertébrale, ce qui a nécessité une hospitalisation d'une durée de 6 semaines. Dans une entrevue accordée aux médias locaux, la sœur de la victime a déclaré que Chong n'avait même pas eu le temps de guérir de ses blessures précédentes, tant les nouvelles agressions étaient fréquentes. Selon elle, les agresseurs utilisaient le corps de la fillette comme une sorte de thermomètre. Chaque fois que les pinces chauffaient, ils les appliquaient sur la peau de Chong pour en tester la température. La victime a également affirmé que ses bourreaux lui arrachaient, avec leurs ongles, les croûtes formées sur ses plaies, à titre de punition. Lorsque l'agresseuse principale mettait les pinces en marche, les 2 autres camarades maintenaient Chong par les bras afin de l'empêcher de fuir. Lorsque la fillette criait de douleur, l'agresseuse principale, Kim, la menaçait et lui ordonnait de se taire. La police a ouvert une enquête et les 3 camarades de classe désignés par Chong ont été convoqués pour être interrogés. Toutes ont nié leur implication. L'enquête a d'abord été entravée par plusieurs difficultés. Les déclarations de la victime étaient incohérentes et Chong accusait tour à tour d'autres élèves. Il est apparu par la suite qu'elle avait été contrainte de désigner à tort certaines camarades innocentes, sous la pression exercée par l'agresseuse principale. Ce fait n'a fait qu'alourdir l'affaire, entraînant une nouvelle vague d'auditions et d'investigations. Lorsque les noms de jeunes filles sans aucun lien avec l'affaire ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, celles-ci, ainsi que leurs familles, ont été confrontées à une vague de messages hostiles, de menaces et d'insultes. Heureusement, la police est finalement parvenue à identifier les véritables responsables. L'agresseuse principale, une élève prénommée Kim, a soudainement reconnu les faits et a relaté en détail aux enquêteurs ce qui s'était réellement passé. Le 2 juin, elle a été officiellement mise en examen pour avoir causé des atteintes graves à l'intégrité physique. Une question légitime s'est alors posée. Comment se fait-il que ni les camarades de classe ni les enseignants n'aient rien remarqué? Selon la police, Kim se comportait comme si elle était la meilleure amie de la victime. Elle restait constamment à ses côtés, l'invitait à rejoindre leur groupe d'amis et s'efforçait de donner l'image d'une élève attentive et bienveillante. C'est pourquoi tant les enseignants que les élèves ont été profondément choqués lorsque la vérité a éclaté. Personne n'aurait pu imaginer qu'un comportement d'une telle violence se dissimulait derrière une apparence aussi amicale. L'indignation du public s'est intensifiée lorsque l'administration de l'établissement a affirmé qu'elle n'avait eu aucune connaissance des faits. En réponse aux critiques, les représentants de l'école ont déclaré avoir écouté les 2 parties, mais avoir reçu des témoignages contradictoires, ce qui les avait conduits à transmettre l'affaire aux autorités policières. Profondément choqué, le père de la victime a porté plainte contre l'établissement, affirmant que l'enquête interne menée par l'école manquait de rigueur et de fiabilité. À la suite de cette plainte, plusieurs membres du personnel ont fait l'objet de sanctions administratives. Concernant les agresseurs, seule Kim a été, dans un premier temps, placée en détention. Elle a ensuite été remise en liberté sous surveillance, ce qui signifiait qu'elle devait rester sous la garde de ses parents ou d'un éducateur désigné. Cette mesure n'était pas considérée comme une condamnation pénale. Les autres participantes ont également échappé à toute forme de détention. Elles ont été confiées à la responsabilité de leurs parents.
Le tribunal a justifié cette décision par l'absence d'antécédents judiciaires. Dans une entrevue accordée aux médias locaux, le père de la victime a confié que sa fille souffrait de cauchemars, se réveillait souvent en hurlant et avait gardé le silence pendant longtemps sur ce qu'elle subissait. Il a également révélé qu'un jour, elle lui avait discrètement demandé à être transférée dans un autre établissement, mais qu'il n'y avait pas prêté attention, un fait qu'il regrettait aujourd'hui amèrement. Selon les statistiques officielles du ministère de l'Éducation, le nombre de cas de harcèlement scolaire enregistrés est passé d'environ 31 000 en 2017 à 44 000. Au cours des dernières années, plus de 150 élèves ont été victimes de formes graves de harcèlement. Pourtant, 68% de ces cas n'ont pas été inscrits dans les dossiers scolaires. Seuls 2% des auteurs ont été transférés dans un autre établissement et à peine 0,1% ont été définitivement exclus. En juillet 2021, un autre incident retentissant a eu lieu. Une écolière d'origine mongole, résidant dans la ville de Busan, a été la cible de moqueries persistantes de la part de ses camarades de classe. Elle a été contrainte de consommer de l'alcool. Les brimades ont duré près de 6 heures et ont été filmées. Sur l'enregistrement, on entend des propos insultants en lien avec son origine. Les agresseurs ont dessiné sur son corps et l'ont forcé à accomplir des actes dégradants. Malgré la gravité des faits, les adolescentes n'ont pas été lourdement sanctionnées. Elles ont été condamnées à effectuer des travaux d'intérêt général. Lorsqu'il est question de harcèlement scolaire, il est essentiel de comprendre que les victimes en parlent très rarement. Elles redoutent les représailles et doutent de la capacité des adultes à les protéger. Même l'exclusion de l'agresseur est souvent perçue comme une sanction trop indulgente. C'est pourquoi de nombreuses victimes préfèrent garder le silence, à l'image de cette jeune fille de Cheongju, qui semblait être la meilleure amie de son agresseuse. De telles situations se déroulent fréquemment à l'insu des adultes et des camarades, ce qui rend le harcèlement difficile à détecter et à prévenir à temps. Beaucoup estiment que c'est précisément cette histoire tragique qui aurait inspiré les scénaristes de la série Slava, diffusée sur la plateforme Netflix. Aujourd'hui, la victime continue de vivre avec les séquelles physiques et psychologiques de ce qu'elle a enduré, tandis que ses agresseuses, désormais âgées d'environ 35 ans, peuvent mener une existence ordinaire, être mère, épouse, amie. Aujourd'hui, nous allons évoquer Nicolas Priest et sa fille de 3 ans, Kaylee. La mère et l'enfant apparaissent ensemble dans plusieurs vidéos réalisées pour la plateforme TikTok. À première vue, ces séquences semblaient attendrissantes et inoffensives. Des sourires, des pas de danse, une ambiance légère et chaleureuse. La majorité d'entre elles ont été tournées en pleine pandémie, à un moment où pour beaucoup, les journées se ressemblaient et paraissaient interminables. En les visionnant, on aurait pu croire que Nicolas et Kaylee cherchaient simplement à se divertir, à mettre un peu de gaieté dans leur quotidien et à partager des instants complices, renforçant ainsi leurs liens familiaux. Un souhait tout à fait naturel et légitime pour une mère et son enfant. Cependant, les apparences sont souvent trompeuses, et cette histoire en est une illustration particulièrement troublante. Sur ces images apparaissent Nicolas Priest et sa fille Kaylee. Cette vidéo est la dernière dans laquelle la fillette est visible vivante. Kaylee ne se doutait pas que sa vie touchait à sa fin. Elle ne se sentait sans doute pas en danger aux côtés de sa mère. Hélas, la réalité était bien plus sombre. Au moment où ces séquences ont été enregistrées, Kaylee avait déjà été punie à plusieurs reprises par Nicolas, qui avait perdu le contrôle de sa vie et déversé sa colère sur sa propre enfant. Par ailleurs, certains internautes, en revisionnant ces images, ont affirmé que Kaylee présentait déjà des ecchymoses et que l'attitude de sa mère semblait froide, voire complètement dénuée d'émotion. Les faits se sont déroulés à Queenshurst, dans la ville de Birmingham. Pour mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter au 9 août 2020. Ce jour-là, les services de protection de l'enfance ont reçu un appel d'alerte. Malheureusement, dans ce type de situation, la réaction des autorités n'est pas toujours rapide ni efficace. Lorsque les secours sont arrivés sur place, ils ont découvert une scène bouleversante. Kaylee gisait sur le sol de sa chambre, sans le moindre signe de vie. Selon les rapports officiels, elle a été déclarée morte sur les lieux à 11h30. Nicolas Priest, la mère de Kaylee, a été arrêtée et placée en garde à vue afin de déterminer ce qui s'était exactement produit ce jour-là. Dans un premier temps, elle s'est montrée surprise et bouleversée, comme si elle revivait la scène en la racontant aux enquêteurs.
Elle a néanmoins été désignée comme principale suspecte dans l'affaire. Toutefois, faute de preuves suffisantes à ce stade de l'enquête, elle a rapidement été relâchée. Peu après, une mise à jour est apparue sur son compte TikTok. Accompagnée d'émojis en larmes, Nicolas y annonçait le décès de sa fille. Elle a ensuite publié une vidéo dans laquelle elle pleurait, visiblement accablée par la tragédie. Dans l'un de ses messages, elle a demandé pardon à ses parents de ne pas avoir été la mère qu'elle aurait dû être, comme si elle reconnaissait, de façon implicite, une part de responsabilité dans ce drame. Cependant, dès le lendemain, son comportement a radicalement changé. Nicolas a publié une vidéo dans laquelle elle dansait, comme si elle avait déjà surmonté sa perte. Pour tout parent, la mort d'un enfant constitue une épreuve insupportable, qu'il est impossible de surmonter en un jour, voire même en plusieurs années. Mais dans le cas de Nicolas, tout semblait étrangement différent. Peu après, elle a publié une nouvelle vidéo, cette fois pour mettre en avant son maquillage. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait et, selon toute vraisemblance, de nouveaux éléments accablants désignaient Nicolas comme principal responsable. Elle a de nouveau été arrêtée, ainsi que son compagnon, Callum Redfern. L'enquête a conclu que tous deux étaient impliqués dans cette mort tragique. Ces conclusions ont été rendues possibles grâce aux résultats de l'autopsie qui a révélé que Kaylee avait subi de graves traumatismes. Sa cage thoracique et sa région abdominale avaient été particulièrement atteintes. Mais ce n'était pas tout. L'examen post-mortem a également mis en évidence une rupture du tissu cérébral ainsi qu'un poumon perforé. Il est supposé que l'ensemble de ces blessures a été provoqué par de nombreux coups de pied et de poing. Selon les conclusions de l'enquête, les coups auraient été portés par Nicolas Priest et son compagnon, Callum Redfern. Les experts ont déterminé que la mort de Kaylee n'était pas survenue de manière soudaine. Bien au contraire, l'enfant aurait été soumise à des punitions répétées pendant au moins 2 semaines avant le drame. L'un des constats les plus accablants indiquait que ces blessures étaient comparables à celles que l'on observe dans de graves accidents de la route. Mais ce qu'il y a de plus effroyable, c'est que toutes ces violences avaient été infligées par sa propre mère et son compagnon. Tous deux ont nié toute implication, mais en juin 2021, ils ont comparu devant le tribunal de Birmingham. Au cours de l'audience, il est apparu que les faits s'étaient déroulés le 8 août 2020. Ce qui rend cette affaire encore plus tragique, c'est que Kaylee n'est pas morte sur le coup. Tout porte à croire que Nicolas et Callum l'ont laissée pour morte. On estime que si Kaylee avait bénéficié de soins médicaux à temps, sa vie aurait pu être sauvée. Nicolas a fini par appeler une ambulance, mais beaucoup trop tard. À l'arrivée des secours, Kaylee était déjà morte. Selon l'une des hypothèses avancées, le drame se serait produit après que Kaylee eût accidentellement interrompu un moment d'intimité entre sa mère et le compagnon de celle-ci. Ce serait précisément cet événement qui aurait poussé le couple à commettre l'irréparable. Au cours du procès, il a également été établi que les violences infligées à l'enfant remontaient à bien avant ce jour-là. Nicolas insultait fréquemment sa fille à l'aide de propos vulgaires. En plus des agressions verbales, elle levait régulièrement la main pour la moindre faute. Callum Redfern adoptait la même attitude, et Nicolas le laissait faire sans jamais intervenir. La chambre dans laquelle vivait Kaylee était dans un état épouvantable. Un vieux matelas déchiré, aucune ampoule, une obscurité totale lorsque la porte était fermée, une saleté et un désordre presque indescriptibles. La police a présenté au tribunal la correspondance échangée entre Nicolas et Callum. Dans ces messages, ils évoquaient sans gêne les mauvais traitements infligés à Kaylee et allaient jusqu'à se féliciter mutuellement de leurs actes. Au terme du procès, tous deux ont été reconnus coupables de meurtre. En outre, Nicolas Priest a également été condamné pour manquement à ses obligations parentales. Verdict, 15 ans de réclusion criminelle pour Nicolas, 14 ans pour Callum. Et pourtant, aucune peine ne saurait compenser la perte de la vie de Kaylee, une enfant qui a enduré ce qu'aucun être humain, et surtout aucun enfant, ne devrait jamais avoir à vivre. En sa mémoire, il ne reste qu'un seul vœu à formuler, qu'elle repose enfin en paix, dans un lieu où ni la douleur ni la peur ne pourront jamais plus l'atteindre. Cet événement s'est déroulé au Costa Rica et concerne un homme nommé Gerardo Cruz. Ovet Gerardo Cruz Barquero, connu dans la région sous le nom de Gerardo Cruz, est né le 30 décembre 1992 à San José, la capitale du Costa Rica. Lorsque Gerardo n'avait que 7 mois, sa mère, Ana Patricia Barquero, a épousé un homme nommé Hermès Rodriguez.
Celui-ci a élevé Gerardo comme son propre fils, car le véritable père de l'enfant avait disparu depuis longtemps de la vie de sa mère. Peu de temps après, le couple a eu une fille prénommée Milena, qui est devenue la petite sœur de Gerardo. En 2015, Gerardo, alors âgé de 23 ans, vivait dans la ville de San Diego de la Union avec sa compagne, Carol Zuniga, et leur fille de 4 ans, Genesis Cruz. Il résidait chez la tante et l'oncle de Gerardo, Katia Cordero Pereira et Giovanni Barquero Jiménez. Gerardo était un jeune homme entreprenant et volontaire. Sa principale passion était la moto. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il travaillait à la boulangerie Santa Clara, située à San Sebastián, dans la province de San José. C'est là, en août 2015, qu'il fit la connaissance d'une femme de 40 ans nommée Samady Fonseca, surnommée Barbie par les habitants. Samady avait près de 20 ans de plus que lui. Il est établi que Samady Fonseca Fernandez est née le 25 février 1975 au Costa Rica et qu'elle vivait dans un quartier appelé Cuba, en compagnie de sa mère, Sonia Fonseca Fernandez. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires au lycée Liceo del Sur. Les habitants du quartier qui la connaissaient personnellement ont rapporté que Samady manifestait une préférence marquée pour les hommes beaucoup plus jeunes qu'elle. Tous la décrivaient comme une femme d'une grande beauté, mais profondément vaniteuse, qui plaçait toujours ses propres intérêts au-dessus de ceux des autres. Elle était considérée comme une personne conflictuelle, agressive, jalouse et plutôt vulgaire. Samady exploitait sa beauté comme un moyen de séduction pour attirer les hommes avant de leur briser le cœur. À l'issue de ses études, elle a entamé une relation avec un historien renommé travaillant à la télévision, Osvaldo Fernando Valérin Ramirez, né en 1959. Leur relation a duré plusieurs années, bien que le couple ne se soit jamais marié. De cette union sont nés 2 enfants, Christopher Valérin Fonseca, en 1996, puis Maria Cristina Valérin Fonseca, en 1997. Les tensions récurrentes au sein du foyer, imputées au comportement de Samady, ont fini par pousser Osvaldo à la quitter. Peu de temps après leur séparation, Samady s'est mariée. Le 13 avril 2007, elle est devenue l'épouse de Miguel Ángel Pérez Abarca. De cette union est née, en août 2010, sa fille cadette. Le mariage a duré 8 ans et s'est terminé par un divorce prononcé le 20 mars 2015. Pour de nombreux proches de Samady, il ne faisait aucun doute que tôt ou tard, ses relations amoureuses finiraient mal, uniquement en raison de son caractère difficile. Ainsi, par exemple, en 2012, lorsque son ancien compagnon, l'historien Osvaldo, est décédé, elle s'est rendue à son domicile, a changé la serrure pour que personne d'autre qu'elle ne puisse y entrer, puis s'est emparée de certains de ses effets personnels. La famille d'Osvaldo a immédiatement alerté la police pour signaler cet acte qu'elle considérait comme un vol. En réalité, Samady avait bel et bien cambriolé la maison du défunt, car celui-ci ne l'avait mentionné ni dans son testament, ni parmi ses héritiers. Pourtant, aucune enquête n'a été ouverte. Par la suite, Samady a entretenu d'autres relations dont l'issue fut tout aussi dramatique. L'un de ses compagnons, un homme surnommé Tortue, résidait près de la frontière avec le Panama. Alors qu'il vivait une relation avec Samady, il a disparu dans des circonstances mystérieuses. Depuis, nul n'a jamais eu de ses nouvelles. Un autre de ses partenaires, Yako, a été assassiné par 2 inconnus. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un vol, mais l'affaire a pris une tournure bien plus sombre. Les meurtriers n'ont jamais été identifiés, mais beaucoup ont soupçonné Samady d'être impliqué dans ce crime, d'autant que peu de temps auparavant, Yako avait mis fin à leur relation. Par ailleurs, il est avéré que Tortue, également porté disparu, avait lui aussi exprimé son intention de rompre avec Samady. À la lumière de ces éléments, certains ont estimé qu'elle disposait bel et bien d'un mobile, et qu'elle aurait pu être elle-même à l'origine de la disparition ou de la mort de ses anciens compagnons. La beauté de Samady était si captivante que, dans les années 1990, elle a travaillé plusieurs années d'affilée en tant que représentante vivante de la poupée Barbie dans la librairie Universal. C'est à cette époque qu'elle a reçu ce surnom. Son apparence irréprochable, digne d'un mannequin, a immédiatement fasciné Gerardo qui, malgré la grande différence d'âge, a entamé une relation amoureuse avec elle. Samady a alors commencé à fréquenter de plus en plus souvent la boulangerie où travaillait son nouveau compagnon, uniquement pour pouvoir le voir. Elle y venait accompagnée de sa fille Christina, alors âgée de 19 ans. Au début, tout semblait idyllique. Samady offrait divers cadeaux à Gerardo,
Ils profitaient du soleil sur la plage et savouraient les débuts de leur romance. Rapidement, la mère et la tante de Gerardo ont été mises au courant de cette relation, tout comme un collègue de la boulangerie, Alejandro, à qui Gerardo montrait fièrement les présents reçus de Samadi, en ne cessant de louer ses qualités. Bien qu'aucun conflit ne soit encore apparu, la relation a brusquement pris fin en octobre 2015. Samadi avait découvert que Gerardo avait une compagne officielle, Carole, qui, de surcroît, était enceinte. Rongée par la jalousie, Samadi a tenté d'évincer sa rivale. Elle a d'abord envoyé plusieurs messages insultants à Carole, avant de l'appeler personnellement pour lui proférer des menaces, allant jusqu'à menacer de mort Gerardo lui-même. Bien qu'inquiet face à ces propos, Gerardo ne leur a pas accordé une attention particulière. Il ne se doutait pas qu'il allait devenir la cible de la vengeance de son ancienne maîtresse. Quelques jours après sa rupture avec Samadi, le 4 octobre 2015, Gerardo marchait sur un boulevard du centre-ville lorsqu'il fut soudain témoin d'une scène qui le bouleversa profondément. Une personnalité bien connue dans la ville, en l'occurrence l'ancien employé du ministère des Finances, Luis Umania Delgado, tentait de glisser la main sous la mini-jupe d'une jeune fille, tout en tenant un appareil photo. Gerardo sortit aussitôt son téléphone portable et commença à filmer le comportement de l'ancien fonctionnaire, jusqu'à ce que celui-ci monte dans sa voiture et prenne la fuite. Il s'approcha ensuite de la jeune fille pour lui rapporter ce qu'il venait d'observer, lui conseillant de porter plainte auprès de la police. Le lendemain, Gerardo publia la vidéo sur Facebook. Celle-ci montrait clairement les agissements répréhensibles de l'ex-fonctionnaire, ce qui fit de Gerardo, du jour au lendemain, une figure connue dans sa communauté. La séquence se propagea rapidement sur les autres réseaux sociaux avant d'être relayée par les médias nationaux et internationaux, notamment aux États-Unis et en Espagne. Devenue virale, la vidéo fut visionnée plus d'1 million de fois. Gerardo accéda ainsi à une notoriété soudaine. En l'espace de quelques jours, il fut salué comme un véritable héros au Costa Rica et commença à accorder des interviews aux médias locaux. Sa dernière intervention publique eut lieu le 7 octobre, lors d'un entretien diffusé sur la station de radio 89,1, où il relata une nouvelle fois les faits dont il avait été témoin. Il y déclara ne rien regretter, en dépit des mises en garde publiées par plusieurs avocats dans la presse locale, selon lesquelles la diffusion d'une telle vidéo pourrait l'exposer à des poursuites judiciaires. Dans ses échanges avec les journalistes, Gerardo exprima son incompréhension face à ces positions juridiques. Il affirma ne pas comprendre pourquoi lui, et non l'auteur de l'acte odieux, risquait d'être poursuivi en justice. Il répéta à plusieurs reprises qu'il n'avait rien à se reprocher, qu'il avait agi comme il le fallait, et qu'il n'hésiterait pas à recommencer s'il se retrouvait dans une situation similaire. Après sa dernière interview, accordée le 7 octobre 2015, Gerardo avait prévu de retrouver son ami Osvaldo Alvarado à la fin de sa journée de travail. Mais il ne se présenta jamais au rendez-vous. Ce jour-là, le jeune homme avait reçu un message de Samadi l'invitant à se rendre au parc Kennedy, sous prétexte qu'un journaliste souhaitait l'interroger à propos de la vidéo. Gerardo s'y rendit, mais ce n'étaient pas des journalistes qui l'attendaient. 2 hommes s'approchèrent de lui arrachèrent son sac et lui portèrent plusieurs coups de couteau. Grièvement blessé, Gerardo réussit malgré tout à appeler son ami Osvaldo pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Ce dernier alerta immédiatement les secours. Quelques minutes plus tard, les équipes médicales arrivèrent sur les lieux et prirent en charge la victime qui fut transportée à l'hôpital. Plusieurs plaies par arme blanche furent constatées sur son corps, les plus graves se situant au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Les proches de Gerardo apprirent la nouvelle par les médias et se rendirent immédiatement à l'hôpital. Sa tante, Katia, déclara aux journalistes que toute la famille avait commencé à s'inquiéter lorsqu'il n'était pas rentré à la maison à 22 heures. Elle précisa que personne ne savait s'il s'agissait d'une simple agression à main armée ou d'un acte de vengeance lié à la diffusion de la vidéo publiée par Gerardo. Quoi qu'il en soit, Gerardo, âgé de 23 ans, a passé 42 jours en unité de soins intensifs à l'hôpital, subissant de nombreuses interventions chirurgicales, dont une opération à cœur ouvert. Malgré les efforts acharnés des médecins pour lui sauver la vie, son état s'est progressivement aggravé. Cette dégradation était due à des lésions cérébrales provoquées par une insuffisance cardiaque. Le 19 novembre, à 18h18, Gerardo est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. Ses proches, effondrés, pleuraient sans consolation devant l'hôpital. Sa mère, Anna Patricia,
sa compagne Carole et sa sœur Milena ont raconté aux médias locaux comment s'étaient déroulées les dernières heures du jeune homme. Les funérailles ont eu lieu le 22 novembre. Famille, amis, voisins et anonymes venus partager leur chagrin ont versé des larmes, se sont étreints et ont tenté, tant bien que mal, d'accepter cette perte. La dépouille de Gerardo a été transportée à l'église centrale de Desamparados, puis inhumée au cimetière de Tres Rios. Ses proches ont glissé dans le cercueil un t-shirt, une fleur et une carte, tandis que sa fille a placé à ses côtés sa poupée de chiffon. Une enquête policière devait être ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte et de déterminer les circonstances exactes de la mort du jeune homme. Au départ, la police disposait d'une version tout à fait cohérente qui paraissait convaincante aux yeux de la plupart des gens. Selon cette hypothèse, le meurtre de Gerardo aurait pu être commandité par l'homme que le jeune avait filmé dans une vidéo compromettante, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Très vite, des rumeurs ont circulé, laissant entendre que cet ancien fonctionnaire aurait pu engager des tueurs à gages. De telles suppositions étaient largement partagées, car l'image publique de cet homme s'était considérablement détériorée après la diffusion des faits filmés. Et pourtant, nombreux furent ceux qui jugèrent cette hypothèse invraisemblable. Selon les détracteurs de la thèse avancée par la police, Gerardo aurait en réalité été victime d'un cambriolage ayant mal tourné, au cours duquel les agresseurs auraient utilisé leurs armes. Quoi qu'il en soit, la commission d'enquête judiciaire s'est mise à explorer plusieurs pistes et à rechercher d'éventuels suspects. Quelques jours après les funérailles de Gerardo, plusieurs manifestations ont eu lieu dans tout le pays. Si la plupart portaient sur la lutte contre les violences faites aux femmes, de nombreux manifestants réclamaient également que justice soit rendue à Gerardo et que son assassin soit identifié. Dans son rapport, le comité judiciaire d'enquête précisait que, plusieurs semaines après les faits, les enquêteurs privilégiaient toujours la thèse d'un vol ayant mal tourné, plutôt que celle d'un assassinat prémédité. L'enquête était au point mort. Pendant plusieurs semaines, aucune information n'avait filtré sur son avancement. Mais le 25 mai 2016, une vidéo intrigante a été rendue publique. On y voit deux individus, vraisemblablement des hommes, s'enfuir des lieux où Gerardo avait été agressé. Pour les enquêteurs, ces personnes sont rapidement devenues les principaux suspects. Restait à les identifier. La découverte de cette vidéo a marqué un tournant dans l'affaire. La police a diffusé les images dans plusieurs médias afin que la population puisse reconnaître les individus filmés et ainsi aider les enquêteurs dans leurs recherches. Grâce à cette diffusion, l'identité de l'un des suspects présumés a pu être établie. Un témoin a fourni des données anthropométriques qui ont permis aux autorités de dresser un portrait robot. Un homme à la peau mate mesurant environ 1,60 m, aux cheveux noirs et bouclés. Le second individu, également visible sur les images, était un homme aux cheveux noirs, d'environ 35 ans, arborant une coupe courte et mesurant approximativement 1,80 m. L'enquête s'est poursuivie dans les jours qui ont suivi. Peu de temps après, on a appris que l'un des complices présumés du meurtre s'était présenté spontanément à la police et avait livré toutes les informations en sa possession. Enfin, le 7 juin 2015, la police judiciaire a lancé une vaste opération dans le secteur d'El Carmen de Goicoechea, perquisitionnant 5 domiciles et procédant à l'arrestation de Samadi ainsi que de sa fille Cristina. Le même jour, à Concepción Abajo, dans la province d'Alajuela, un homme nommé Ronald Arce Barrientos a également été interpellé. Âgé de 19 ans, Ronald travaillait comme chauffeur de taxi. C'est lui qui avait pris contact avec les tueurs chargés d'exécuter Gerardo. À San Francisco, les enquêteurs ont arrêté César Chavez Cerdas, âgé de 22 ans, peintre de profession, qui avait agi comme intermédiaire dans cette affaire. Un quatrième individu, un jeune homme de 18 ans, mineur au moment des faits, a également été placé en garde à vue. À la suite de ces arrestations, le directeur du comité d'enquête judiciaire, Walter Espinoza, a livré plusieurs précisions sur le déroulement du crime. Il a souligné qu'après de longues investigations, rendues possibles notamment grâce à la diffusion des enregistrements vidéo et aux informations obtenues auprès de l'un des suspects, des éléments clés avaient été recueillis, permettant d'identifier et de localiser l'ensemble des auteurs impliqués dans l'assassinat de Gerardo. Après avoir interrogé les personnes impliquées dans l'affaire et recoupé les appels ainsi que les messages échangés, une nouvelle arrestation a été effectuée. Cette fois, il s'agissait d'Omar Castillo Espinoza, âgé de 44 ans, placé en détention. C'est lui que Samadi avait recruté pour surveiller sa future victime le jour même du meurtre. Il a été établi que l'ensemble du crime, depuis sa planification jusqu'à son exécution,
avait été organisée par Samadi elle-même. On a ainsi appris qu'entre le 5 et le 6 octobre 2015, Samadi et sa fille avaient contacté Ronald et César afin que ces derniers recrutent à leur tour 2 criminels chargés d'assassiner Gerardo. Elles ont également intégré Omar Castillo à leur plan. La mère et la fille ont ensuite fixé la date de l'exécution, le 7 octobre. Ce jour-là, entre 15 et 17 heures, Samadi a appelé Omar pour lui demander de localiser Gerardo, qui se trouvait alors à la boulangerie où il travaillait. Les 2 femmes ont ensuite contacté Ronald et César pour convenir des derniers détails. Au cours de la conversation, elles ont exigé qu'une preuve du meurtre leur soit remise. Un objet personnel appartenant à Gerardo. Vers 18 heures, Omar Castillo a appelé la boulangerie afin de s'assurer que le service de Gerardo prendrait fin à 19 heures précises. Quelques minutes avant cette heure, Samadi a elle-même contacté la future victime et l'a attirée au parc sous un faux prétexte. Gerardo, convaincu qu'il était attendu pour un nouvel entretien, s'y est rendu sans se douter du piège qui l'attendait. À son arrivée sur les lieux du rendez-vous, Gerardo a été immédiatement intercepté par 2 hommes. Ceux-ci l'ont poignardé avant de lui dérober son sac et son manteau, qu'ils ont ensuite remis à Samadi en guise de preuve de l'exécution du meurtre. L'ensemble du plan, ainsi que les détails de sa mise en œuvre, avaient été soigneusement consignés dans des échanges de messages et des conversations téléphoniques entre les différents participants au crime. Ces éléments ont été analysés par des experts qui en ont tiré les conclusions nécessaires. Dès que les auteurs ont été identifiés et que le mobile du crime a été établi, la commission d'enquête judiciaire a immédiatement écarté de la liste des suspects l'homme figurant dans la vidéo publiée par Gerardo sur Facebook. Après examen de toutes les preuves réunies, le tribunal a décidé que Samadi et sa fille Christina seraient placés en détention provisoire pour une durée de 6 mois dans un centre pénitentiaire pour femmes. La possibilité d'une libération sous caution a été exclue, les autorités redoutant un risque de fuite. Ainsi, la mère et la fille ont été incarcérées et ne sont plus sorties de prison, à l'exception d'un seul épisode où Christina, la fille de Samadi, a dû être transférée à l'hôpital en raison d'une colite aiguë. Une fois son traitement terminé, elle a été reconduite en détention. Ronald et César, également impliqués dans cette affaire, ont été placés en détention provisoire pour une durée de 6 mois dans un centre pénitentiaire pour hommes. En revanche, Omar, l'homme chargé de vérifier à quelle heure Gerardo terminait son service, est resté en liberté. Les juges ont estimé qu'il pouvait être dispensé de détention à condition de se présenter chaque semaine, en personne, au tribunal. Le mineur, également arrêté pour son implication dans le crime, a été confié à des institutions spécialisées dans la prise en charge de la délinquance juvénile. Il a été décidé qu'il passerait 3 mois dans une colonie pénitentiaire en attendant l'ouverture de son procès. L'enquête étant en cours depuis plus d'1 an, le procès a finalement débuté le 5 décembre 2017. Il s'est tenu dans la salle du 5e tribunal pénal de Pavas, à San José, sous la présidence des juges Sonia Quintaro, Leonardo Pereira et Giovanni Hernandez. Cependant, l'audience a été suspendue à la demande des avocats Lionel Villalobos et René Argenal, qui ont sollicité un report afin que les audiences puissent se tenir dans une salle plus adaptée. Cette requête a été soutenue par les procureurs Alexander Mora et Jorglen Ching-Kubero. L'audience a repris le lendemain. L'un des premiers à prendre la parole fut le représentant du comité d'enquête judiciaire, Paul Hernandez, qui déclara que le mobile du crime était la jalousie de Samadi. Il ajouta que l'examen du téléphone de la prévenue avait permis de découvrir plusieurs messages contenant des menaces explicites à l'encontre de Gerardo. L'enquêteur rappela également à la cour que l'accusée avait déjà fait l'objet de poursuites pénales. En 2015, elle avait été arrêtée pour avoir falsifié une signature dans le but d'obtenir des prestations sociales. Elle avait toutefois été remise en liberté peu après. Le dossier judiciaire indiquait qu'en août 2010, Samadi avait donné naissance à une fille et, à l'insu du père de l'enfant, avait attribué à celle-ci son nom de famille. Grâce à cette déclaration mensongère, elle avait obtenu une pension alimentaire et tous les documents afférents, validés en 2011 par le tribunal civil, du travail et de la famille de San Sebastián. Grâce à cette procédure, Samadi avait perçu pendant 3 ans et demi un montant total de 4 270 000 colonnes, soit environ 6 340 $. Convaincu que la procédure avait été entachée de fraude, le tribunal pénal de San José l'avait condamnée à 3 ans de prison pour escroquerie et usage de faux documents. Cependant, elle avait échappé à l'incarcération. Les juges avaient décidé d'aménager la peine, en la condamnant à 5 ans de prison avec sursis.
Le procès pour le meurtre de Gerardo Cruz a duré plusieurs semaines. 17 témoins ont été entendus au cours des audiences, parmi lesquels la compagne de la victime, Carole, qui a reconnu avoir eu connaissance de la relation entre Gerardo et Samadi, ainsi que des menaces que cette dernière proférait à l'encontre de son ancien amant depuis la fin de leur liaison. Au fil des audiences, l'accusation a démontré que le mobile du meurtre était bel et bien la jalousie obsessionnelle de Samadi. Il était manifeste qu'elle ne supportait pas l'idée que Gerardo ait réussi à reconstruire une vie de famille stable, avec une conjointe, une fille et un deuxième enfant à venir. La décision de Gerardo de rompre avec elle avait été, pour Samadi, la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Pour prouver sa culpabilité, les enregistrements de ses appels téléphoniques ont été versés au dossier et présentés à la cour. C'est d'ailleurs grâce à certains d'entre eux que les enquêteurs ont pu établir que Samadi et sa fille Christina avaient planifié ensemble l'assassinat de Gerardo. En effet, lorsque la vidéo montrant les deux auteurs présumés du meurtre de Gerardo a été diffusée dans les médias, Christina a immédiatement contacté sa mère. En pleurs, elle était au bord de l'hystérie. Les juges ont écouté d'autres conversations téléphoniques de Samadi, notamment un échange avec sa tante, au cours duquel elle révélait des informations concernant toutes les personnes impliquées dans le crime. Devant le palais de justice, les proches et amis de Gerardo, la victime, s'étaient rassemblés pour prier, implorant Dieu afin que les magistrats rendent une décision juste et prononcent une peine appropriée. Le procès s'est achevé à 15h, le 23 janvier 2018. Le juge Leonardo Pereira a prononcé le verdict. Samadi, âgé de 42 ans, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son ancien compagnon, Gerardo Cruz. Sa fille, Christina, âgée de 20 ans, ainsi que Ronald, 22 ans, et César, 24 ans, ont été condamnés chacun à 25 ans de prison. Par ailleurs, le cinquième accusé dans cette affaire, Omar, âgé de 46 ans, a été acquitté. L'accusation et la défense ayant reconnu que son seul acte consistait à avoir téléphoné à Gerardo peu avant la fin de son service. À l'issue du procès, les faits suivants ont été établis. Ce jour-là, Samadi et sa fille Christina avaient contacté César pour lui demander d'organiser le meurtre de Gerardo. Ce dernier avait ensuite fait appel à Ronald, qui avait recruté 2 tueurs à gages pour exécuter le contrat. Il a été précisé que l'un des 2 auteurs n'a jamais été identifié ni arrêté, tandis que l'autre, mineur au moment des faits, a reconnu sa participation. Peu après son interpellation, il a été condamné à une peine réduite dans une colonie pénitentiaire pour mineurs. Concernant l'action civile en réparation du préjudice moral, le tribunal a accordé à la famille de Gerardo une indemnisation de 90 millions de colones, soit environ 140 000 $ selon le taux de change de l'époque. Les frais de justice, quant à eux, se sont élevés à 11,3 millions de colones, environ 17 000 $, et ont été versés au département de la défense civile. À l'issue du prononcé du verdict, les parents de Gerardo ont exprimé leur gratitude envers le ministère public et le département de la défense civile pour le soutien constant qu'ils leur avaient apporté tout au long de la procédure. La compagne de Gerardo s'est dite satisfaite du jugement, bien qu'elle ait regretté que leur fille, alors âgée de 2 ans, ne garde aucun souvenir de son père. Katia, la tante de Gerardo, également présente au procès, a déclaré qu'elle n'éprouvait aucune haine envers les auteurs du crime, mais estimait qu'ils devaient répondre de leurs actes. Elle a ajouté que les détails du meurtre de son neveu, dévoilés lors des audiences, l'avaient profondément choquée. La joie des proches de Gerardo fut cependant de courte durée. Peu après l'énoncé du verdict, ils ont appris une nouvelle bouleversante. Les avocats de la défense avaient décidé d'interjeter appel devant la cour d'appel. La requête a été acceptée, entraînant l'ouverture d'un nouveau procès. L'objectif de cette seconde procédure n'était pas de réexaminer la culpabilité des accusés, celle-ci ayant été établie de manière définitive lors du premier jugement, mais de réévaluer les peines prononcées à leur encontre. Selon la défense, les juges avaient fait preuve d'une sévérité disproportionnée à l'égard de leurs clients. Le deuxième procès s'est ouvert en novembre 2019. Samadi et Christina sont entrés dans la salle d'audience, accompagnés de plusieurs membres du comité d'enquête judiciaire. Elles avançaient à la tête baissée, l'air profondément abattu. Les avocats de la défense ont sollicité une peine réduite pour Samadi, demandant qu'elle soit condamnée à 20 ans de réclusion seulement. Selon eux, leur cliente exprimait de véritables remords et regrettait sincèrement les conséquences de ses actes. Au cours de cette nouvelle audience, les témoignages ont permis aux juges d'obtenir des informations supplémentaires,
notamment l'identité de l'individu qui aurait participé au meurtre de Gerardo aux côtés du tueur mineur. Il s'agissait de Misael Ledesma Esquivel. Ronald a affirmé que cet homme avait pris part à l'exécution du plan, bien qu'il n'ait pas été impliqué dans sa préparation. Ronald a également demandé au juge de commuer sa peine. De son côté, César a tenté de les convaincre qu'il n'avait joué aucun rôle dans la planification du crime. Après avoir entendu les plaidoiries des avocats et pris en compte les nouveaux témoignages des accusés, les juges ont décidé d'ajuster les peines initialement prononcées. Samadi a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle, tandis que Christina, Ronald et César ont chacun écopé d'une peine de 20 ans d'emprisonnement. Le juge chargé de l'énoncé du verdict a déclaré devant les personnes présentes que Samadi portait une responsabilité plus grande que les autres accusés, car elle était l'instigatrice du complot. Animée par la jalousie, elle avait en outre persuadé sa propre fille de la nécessité de commettre ce crime. Le magistrat a estimé qu'une peine de 25 ans serait suffisante pour permettre à la condamnée de prendre pleinement conscience du tort qu'elle avait causé. Il a également souligné que certaines circonstances particulières du dossier permettaient d'envisager une éventuelle libération anticipée. Pendant l'énoncé des motivations du jugement, Samadi et sa fille se tenèrent par la main. Samadi gardait les yeux fixés au sol, le visage marqué par l'émotion, tandis que sa fille demeurait calme et impassible. Lorsque le nouveau verdict a été prononcé, aucune des deux femmes n'a manifesté la moindre joie. Elles ont écouté attentivement les explications du juge, sans desserrer leur étreinte, et sont restées assises en silence. Parallèlement, au cours du second procès devant le tribunal pour mineurs, le 5e accusé, mineur au moment des faits et resté introuvable jusqu'alors, a lui aussi été reconnu coupable de meurtre. Il a été condamné par contumace à une peine d'emprisonnement. Finalement, après 4 années de procédure, l'affaire a été classée et les coupables définitivement condamnés. En août 2020, on a appris que Samadi avait officialisé sa relation avec une femme prénommée Lindsay Diaz-Lopez, qu'elle avait rencontrée en 2017 au centre pénitentiaire El Buen Pastor où elle est toujours détenue. Le mariage s'est déroulé en 2 temps. Samadi a signé l'acte depuis l'établissement pénitentiaire, tandis que son épouse, libérée 5 mois avant la cérémonie, l'a signé depuis l'extérieur. Séparées par les barreaux, les deux femmes ont échangé leurs alliances et se sont jurées un amour éternel. Des deux côtés du mur, à l'intérieur comme à l'extérieur de la prison, les proches et les amis du couple ont exprimé leur joie à l'occasion de cette union, tentant d'oublier, ne serait-ce qu'un instant, que Samadi devait encore purger plus de 20 ans de réclusion. Anna Kriegel, également connue sous le nom d'Anastasia, est née le 18 février 2004 dans la ville industrielle de Novokuznetsk, située en Sibérie. Elle a passé les premières années de sa vie dans un orphelinat. Le 10 août 2006, elle a été adoptée par un couple étranger. Géraldine Kriegel et son mari Patrick Kriegel sont devenus les parents adoptifs d'Anna. Ils étaient originaires de France. Cependant, ils vivaient depuis peu en Irlande. Ils menaient une vie stable et réussie. Géraldine travaillait comme cadre supérieur au service juridique de la CIE, la plus grande société de transport public d'Irlande. Patrick enseignait le français à l'Institut de technologie de Dublin. À un moment donné, l'homme s'est retiré de ses activités habituelles et a consacré la majeure partie de son temps libre à l'éducation de sa fille. Bien qu'aucun des parents d'Anna n'ait eu d'attache culturelle avec son pays d'origine et le lieu où elle est née, ils ont tous deux travaillé dur pour qu'elle ne perde pas le contact avec ses racines. C'est peut-être pour cette raison qu'ils n'ont pas changé le nom de leur fille. L'amour que Géraldine et Patrick portaient à leur fille était total et réciproque. D'après la mère, Anna se rendait chaque soir dans leur chambre pour leur souhaiter une bonne nuit et exprimer à quel point elle les chérissait. Malgré une enfance évoluant dans un environnement propice, la jeune fille a néanmoins été confrontée à certaines difficultés. Les problèmes sont apparus dès le plus jeune âge. Les diverses interventions médicales pratiquées sur Anna durant son enfance ont conduit à l'apparition de complications secondaires par la suite. La première information regrettable a été révélée lorsque les médecins ont diagnostiqué une tumeur dans l'oreille droite de la jeune fille. Anna a subi une opération chirurgicale qui s'est étendue sur une période de 5 heures. En définitive, l'intervention a permis l'extraction de la tumeur. Les médecins estimaient que tout s'était déroulé de manière satisfaisante. Toutefois, il a été révélé ultérieurement que cette intervention avait engendré une diminution partielle de l'audition de l'enfant. De plus,
L'intervention avait laissé une cicatrice très visible à l'arrière de sa tête. Cette blessure s'ajoutait à une autre blessure que la jeune fille avait subie il y a quelque temps. Elle avait trébuché pendant son jogging et s'était violemment cogné le menton en tombant. Selon Géraldine, Anna avait toujours l'air plus âgée que son âge. Elle attribuait cela à son patrimoine génétique. Elle était convaincue que les femmes de Sibérie avaient tendance à grandir plus vite. La jeune fille était de taille supérieure à celle de ses camarades. En fait, la croissance d'Anna a été si rapide qu'à l'adolescence, elle a commencé à ressentir des douleurs musculaires et osseuses. Ce phénomène n'est cependant pas rare. Il se produit chez de nombreux jeunes en pleine croissance. La douleur est généralement attribuée au fait que les muscles et les os des adolescents se développent à des rythmes différents. Malgré tout, Anna est décrite par ses parents adoptifs comme une jeune fille heureuse et joyeuse. Ils ont toujours été impressionnés par sa superbe voix de chanteuse. Elle désirait même s'initier à la guitare. Son intérêt pour la musique était évident. Lorsqu'elle se promenait, Anna prenait toujours ses écouteurs bleus préférés avec elle. Malgré tout, sa passion principale était la danse. Elle pouvait rester dans sa chambre pendant des heures, à écouter de la musique et à pratiquer les différents mouvements qu'elle avait appris dans le groupe de danse. En outre, la jeune fille était très active sur les réseaux sociaux. Elle publiait souvent des vidéos d'elle en train de danser et de chanter. Elle n'avait qu'une centaine d'abonnés. Néanmoins, elle consacrait beaucoup d'efforts à la gestion de son compte. Malheureusement, elle recevait souvent des commentaires insultants à son encontre sur les médias sociaux. Certains utilisateurs lui ont même conseillé de se faire du mal. Son apparence, notamment sa petite taille et son physique statufié, a été l'une des principales raisons des brimades qu'elle a subies à l'école. Sa taille et son physique imposant lui causaient plus de douleur que de fierté. Cependant, Anna est devenue une excellente nageuse grâce à ses capacités et à sa résistance. Au fil du temps, les premiers signes de déclin de sa santé mentale ont commencé à se manifester. Peu avant d'achever son parcours scolaire à l'école primaire, elle a sollicité l'aide de l'un de ses enseignants. Elle a avoué avoir des idées suicidaires. Ses parents d'accueil ont été profondément bouleversés par cette révélation. Ils craignaient que la situation ne s'aggrave au lycée. C'est pourquoi Géraldine et Patrick ont décidé de rencontrer l'administration de l'école où Anna devait être transférée. Ils voulaient que le personnel soit au courant de la situation, ce qui a en quelque sorte aidé. Lorsque la jeune fille était dans la classe, elle se sentait en sécurité. Mais en dehors des cours, les brimades continuaient. Beaucoup de ceux qui harcelaient Anna avaient commencé avant même le début de l'année scolaire. Les choses les plus cruelles sont arrivées pendant les vacances d'été. Des garçons qui avaient plusieurs années de plus qu'elle lui envoyaient des messages déplacés. Elle a également été victime d'attouchements sur les réseaux sociaux. C'est à l'agression qu'elle est le plus souvent confrontée. Cela est dû en grande partie à son apparence inhabituelle. Âgée de 13 ans, elle mesurait 1,73 m. Selon sa mère, elle pouvait passer pour une jeune fille de 18 ans. Son corps se développait à un rythme accéléré. Les adolescents les plus provocateurs franchissaient parfois la ligne qui sépare la violence psychologique de la violence physique. L'un de ces incidents s'est produit le soir d'Halloween. Alors qu'elle sortait d'une discothèque pour adolescents, Anna a été suivie par plusieurs garçons de son âge. Ils ont commencé à la suivre. L'un d'eux lui a demandé à plusieurs reprises d'aller dans les buissons. Il lui a attrapé le bras à plusieurs reprises. Le lendemain, les parents de la jeune fille ont signalé l'incident aux autorités. Finalement, le garçon n'a reçu qu'un avertissement. Il convient de préciser que l'apparence d'Anna n'était pas le seul motif de moquerie. Ses camarades de classe ont également fait remarquer qu'elle était une fille adoptive. Ils disaient que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. À plusieurs reprises, Géraldine et Patrick ont montré à l'administration de l'école les messages offensants que leur fille avait reçus. Il est difficile de savoir comment les responsables de l'école ont réagi, mais la situation n'a jamais été résolue. Anna était une fille sensible. Bien sûr, elle paraissait heureuse dans la vie de tous les jours, mais intérieurement, c'était toujours le chaos. Selon Patrick, sa fille était déçue par les autres. Elle essayait de trouver un langage commun avec les autres enfants, mais ceux-ci ne cessaient de la rejeter. Tout cela ne pouvait que nuire à son estime de soi. Anna a exprimé sa réticence à partager ses émotions par crainte de ne pas être comprise. Elle craignait que cela ne devienne un nouveau sujet de moquerie. Cette jeune fille n'était qu'une adolescente normale. Elle aurait dû profiter de sa jeunesse, mais au lieu de cela,
Elle avait peur de ses camarades. La peur l'avait littéralement envahie. Son comportement en a pâti. Ses parents ont remarqué qu'elle était anxieuse. Au lycée, la jeune fille a été impliquée dans plusieurs bagarres. Elle a été suspendue à plusieurs reprises. Elle en est arrivée au point où elle se maquillait les yeux pour faire semblant d'avoir des bleus. Elle a également posté des messages sur ses comptes de médias sociaux depuis d'autres comptes. Ils étaient plus effrayants que ceux qu'elle recevait de ses camarades de classe. Géraldine a rapidement remarqué cette situation. Elle a exigé que sa fille lui donne accès à tous les comptes. Elle lui a également demandé le code permettant de déverrouiller le téléphone portable. Depuis, Anna donne régulièrement son téléphone à ses parents pour qu'ils le contrôlent. Lors de l'une de ces vérifications, Géraldine a découvert une photo étrange d'Anna. On y voit Anna attachée à une chaise, les yeux fermés. Selon l'adolescente, il s'agit d'une blague. Néanmoins, l'instabilité émotionnelle de la jeune fille s'accentue. Son amour-propre est fortement ébranlé. Elle est même allée jusqu'à s'automutiler avec des ciseaux. À ce stade de la crise, ses parents ont décidé qu'il était temps de chercher de l'aide. Ils ont d'abord contacté l'antenne locale d'une organisation bénévole appelée Kildare Youth Services. Cette dernière soutient les jeunes en situation difficile. Cependant, le personnel de cette structure a rejeté la demande des parents d'Anna. Ils ont été informés de la blessure et ont orienté la jeune fille vers leurs collègues de la Pieta House. Spécialisés dans l'aide aux personnes ayant commis des gestes suicidaires, ces derniers ont accepté de prendre en charge Anna. Après que la jeune fille a suivi 6 étapes de thérapie à la Pieta House, Géraldine et Patrick ont de nouveau demandé, au nom de leur fille, à rejoindre les services de la jeunesse de Kildare. Finalement, sa demande a été acceptée. En fréquentant ces lieux, Anna a gagné en stabilité. Elle a également pu se lier d'amitié avec d'autres adolescents qui éprouvaient les mêmes sentiments et se trouvaient dans des situations similaires. Il semblait que la santé mentale d'Anna était enfin sur le point de s'améliorer. Mais la tranquillité d'esprit de ses parents a été de courte durée. Ils ont été pris dans le pire des cauchemars auxquels un parent puisse être confronté. En mai 2018, la vie d'Anna, âgée de 14 ans, se déroulait relativement bien dans la maison familiale de la banlieue de Dublin. Il est vrai qu'elle ne se montrait pas très brillante à l'école. Elle n'était toutefois pas une enfant stupide. Cependant, étudier en anglais représentait un défi pour elle. Selon sa mère, cela a considérablement retardé sa fille sur le plan éducatif. La situation s'est aggravée avec la détérioration de l'audition d'Anna, causée par la chirurgie. Les matières dans lesquelles Anna rencontrait le plus de difficultés étaient celles où elle devait mémoriser de nombreux termes et concepts. C'est pourquoi, le dimanche 13 mai 2018, la veille de ses examens, Géraldine a proposé à sa fille de l'aider dans ses études. C'était le matin, alors que maman et fille s'apprêtaient à étudier. Au bout d'un quart d'heure, Anna s'est souvenue qu'elle avait une réunion de famille prévue ce jour-là. Elles ont donc décidé de consacrer leur temps à regarder des films. Patrick, à son tour, commanda une pizza et prépara du pop-corn. En revanche, Anna n'a pas été satisfaite de la pizza et a pris la décision de se diriger vers un restaurant chinois situé non loin de chez eux. Pendant que les parents et les invités de la jeune fille buvaient et discutaient dans le salon, Anna et l'un de ses cousins se sont enfermés dans une pièce. Ils dansaient et se filmaient. C'était leur activité préférée. La réunion s'est terminée tôt. Lorsque les derniers invités sont partis, Anna est allée dans la chambre de ses parents pour leur souhaiter bonne nuit. Avant de se coucher, elle a demandé à sa mère de la réveiller tôt le matin afin qu'elle puisse se dire au revoir avant qu'elle ne parte travailler. Le 14 mai, au petit matin, la jeune fille a demandé à sa mère de lui écrire un mot. Anna avait besoin qu'elle quitte l'école plus tôt pour arriver à temps à sa séance de thérapie. La matinée s'est déroulée comme d'habitude au domicile familial. Géraldine est allée travailler, Anna est allée à l'école et Patrick est resté à la maison pour vaquer à ses occupations habituelles. Vers 5 heures de l'après-midi, on sonne à la porte de la maison. Patrick ouvre la porte et voit apparaître un garçon du même âge qu'Anna. L'adolescent, si après dénommé Garçon B parce que son identité a été cachée, est issu d'une famille aisée. Il avait déjà obtenu de bons résultats à l'école par le passé. Ses résultats scolaires étaient supérieurs à la moyenne. Cependant, durant l'adolescence, son enthousiasme pour les études a commencé à diminuer. Bien qu'il sache travailler de ses mains, il s'intéressait davantage aux technologies modernes. Il se montrait également indifférent aux médias sociaux.
Il était également indifférent au téléphone portable. Selon ses proches, il avait peu d'amis. Il ne pratiquait aucune activité physique. On le trouvait le plus souvent en compagnie de jeunes enfants. Au lieu de sortir, il préférait rester chez lui et regarder des dessins animés. Anna connaissait bien le garçon B. Elle allait dans la même école que lui. En s'approchant de la porte, la jeune fille a informé son père qu'elle ignorait pourquoi il était venu la voir. Elle l'a toutefois salué. Ensuite, les adolescents sont sortis. Ils voulaient parler entre eux pour que Patrick ne les entende pas. Après quelques minutes, Anna revint dans la maison et courut jusqu'à sa chambre. Elle enfila un sweatshirt noir orné d'inscriptions blanches que sa mère lui avait offert, puis un pantalon en faux cuir. La jeune fille redescendit ensuite et, avec un large sourire, assura à son père qu'elle serait de retour bientôt. Pour une raison qui lui échappe, Patrick ne demande pas à sa fille où elle va. Cependant, en regardant dans la rue voisine, il avait remarqué que les adolescents se dirigeaient vers le parc Santa Catalina. Ce jour-là, Géraldine était arrivée de Dublin plus tôt que d'habitude. De retour chez elle, elle apprend la nouvelle qui la choque immédiatement. Patrick lui avait parlé de ce garçon B, et lui avait dit qu'Anna était partie avec lui. L'inquiétude de Géraldine était justifiée. La jeune fille avait déjà été victime d'attouchements de la part d'autres adolescents. La mère savait qui était le petit ami B, et c'est cette conscience qui l'inquiétait. Elle s'est aperçue qu'Anna n'était pas son amie. Quelque temps après son retour, Géraldine a envoyé un message à sa fille pour lui demander de rentrer immédiatement. N'ayant pas reçu de réponse, elle en a envoyé un second. Dans ce message, la femme menace sa fille en lui disant qu'elle appellera la police si elle ne rentre pas rapidement. L'instinct maternel de Géraldine se manifeste. Elle se rend compte qu'elle agit comme une mère paranoïaque et obsessionnelle. Cependant, l'inquiétude pour sa fille l'a poussée à partir à sa recherche. Après avoir fait le tour du parc Santa Catalina, Géraldine n'a croisé que des promeneurs de chiens. Elle finit par rentrer chez elle. Après le dîner, elle est ressortie. Cette fois, elle prend la voiture. Elle espérait que sa fille était partie se promener en empruntant un itinéraire familier. Au fil des minutes, l'inquiétude de la femme grandit. Comme le garçon n'était pas proche d'Anna, Géraldine n'avait jamais rencontré ses parents. Elle ne connaît même pas l'adresse de son domicile. Après avoir appelé les parents d'autres élèves dans l'espoir d'obtenir cette information, elle se retrouve à nouveau désemparée. À sa connaissance, personne n'avait l'adresse ou le numéro de téléphone des parents de l'adolescent. Finalement désespérés, les parents d'Anna se sont tournés vers un vieil ami. Il s'agit de l'inspecteur à la retraite John Craving. Il leur a conseillé de se rendre immédiatement au poste de police. Les autorités ont accepté la plainte et tentent de rassurer les parents. Elles ont déclaré qu'il ne s'était pas écoulé beaucoup de temps. En effet, dans cette partie de l'Irlande, les forces de l'ordre ont reçu de nombreux signalements de disparition d'adolescents. Dans la plupart des cas, les disparus ont été retrouvés quelques heures seulement après avoir été signalés. Malgré cela, Géraldine insiste sur le fait que le comportement de sa fille est inhabituel. Les policiers n'ont pas jugé la situation alarmante. Ils sont néanmoins partis à la recherche d'Anna. La première chose qu'ils ont faite a été de trouver l'adresse du garçon en question. Lorsqu'ils sont arrivés à son domicile, il a déclaré qu'il l'avait effectivement emmenée avec lui. Selon lui, il l'avait vue pour la dernière fois dans le parc Santa Catalina vers 18h. Le 15 mai 2018 au petit matin, n'ayant reçu aucune information sur leur fille, ils ont entamé des recherches de leur côté. Leurs efforts se sont concentrés dans et autour de la zone du parc en question. Ils ont interrogé toutes les personnes qu'ils ont rencontrées. Personne n'a jamais déclaré avoir vu la fille. La police a finalement ouvert une enquête officielle sur la disparition d'Anna. Ils se sont de nouveau rendus au domicile du garçon, cette fois avec le sergent John Dunn, chargé de parler à l'adolescent. Grâce à ces questions, certains détails de l'incident ont commencé à émerger. Selon la nouvelle version des faits fournie par l'interview, il s'était rendu au domicile de la jeune fille à la demande de l'un de ses amis. Je l'appellerai garçon A, qui, contrairement à Anna, est né dans une famille chaleureuse et aimante. Bien qu'il n'ait jamais présenté de symptômes de troubles mentaux, ses parents l'ont décrit comme un enfant étrange et singulier. Il montrait un intérêt inhabituel pour les films d'horreur. Il passait également beaucoup de temps sur Internet et jouait à des jeux vidéo. La plupart de ces jeux étaient violents et explicites. Il n'a cependant jamais fait de mal à son entourage.
Le garçon A avait pour habitude d'évacuer son énergie en pratiquant les arts martiaux. Il se passionnait également pour la structure du corps humain. Selon le garçon B, Anna était amoureuse de son ami. Le sentiment n'était pas réciproque. Le garçon A aurait demandé à son ami d'emmener Anna au parc pour qu'ils puissent discuter. Au bout d'un certain temps, le sergent a emmené l'adolescent dans le parc pour que ce dernier lui indique sur place le parcours qu'il avait suivi en compagnie de la disparue. Il s'intéressait surtout à l'endroit où il l'avait vue pour la dernière fois. Après avoir pris des notes sur une carte, le policier a laissé l'adolescent rentrer chez lui. Ensuite, les autorités ont fait une déclaration publique identifiant les caractéristiques externes et physiques d'Anna. La police a rapidement commencé à recevoir des informations sur le lieu où se trouvait potentiellement la jeune fille. Chacune d'entre elles a été examinée avec la plus grande attention. Certaines étaient proches de la vérité tandis que d'autres ont conduit les enquêteurs à des impasses. En explorant la voie ferrée près du parc, le sergent Dunn a rencontré un homme qui se promenait avec son fils dans les environs. Ce dernier lui a dit qu'il avait vu des reportages sur la disparition d'Anna à la télévision. Il a également indiqué qu'il y avait plusieurs bâtiments abandonnés derrière la station d'épuration où les adolescents de l'âge d'Anna avaient l'habitude de se retrouver. Les autorités ont décidé que les deux garçons mineurs étaient les principaux témoins de cette affaire. Ils sont donc partis à la recherche du garçon A pour l'interroger. Lorsque le sergent Dunn est arrivé au domicile de l'adolescent, il a réalisé que garçon A et son père étaient précisément les personnes à qui il avait parlé précédemment près de la voie ferrée. Après plusieurs heures, les policiers ont emmené les deux garçons dans un parc pour suivre le chemin qu'ils avaient emprunté le jour de la disparition d'Anna. Ce chemin a mené les policiers à proximité d'une piste de VTT. À ce moment-là, les adolescents ont échangé un regard que le sergent Dunn a décrit plus tard comme étant de connivence. Le sergent a alors pensé que les adolescents, qui n'avaient pas encore été inculpés, cachaient quelque chose d'important. De nouveaux détails sont alors apparus dans le récit de garçon B, qui ne figurait pas dans sa version initiale. Finalement, les policiers ont emmené les adolescents et leurs parents au commissariat. Garçon B a affirmé, comme auparavant, qu'il n'avait plus jamais entendu parler d'Anna après l'avoir laissée en compagnie de son ami. Selon lui, il n'avait aucune idée de ce qui pouvait lui être arrivé de grave. De son côté, le garçon A fourni un compte-rendu extrêmement détaillé de ses déplacements ce jour-là. Il a expliqué que garçon B était l'un de ses amis les plus proches et qu'il s'était donné rendez-vous dans le parc dans l'après-midi. Selon lui, il n'avait pas réalisé que son ami amènerait Anna, qui l'ennuyait. Il avait réalisé que la jeune fille était amoureuse de lui. Elle l'avait déjà invité à sortir avec elle une fois. Il avait refusé à nouveau. La même chose s'est reproduite cette fois-ci. Après ces mots, Anna serait partie sans dire un mot. Les policiers ont remarqué que garçon A avait des blessures aux mains et au visage. Ils l'ont interrogé à ce sujet et il a expliqué qu'après avoir été laissé seul par Anna, il était allé se promener. Selon lui, alors qu'il marchait, il a été attaqué par deux hommes. Ils l'ont jeté au sol et lui ont donné plusieurs coups de pied. L'histoire semblait assez logique. Cependant, l'adolescent a ajouté quelques nouveaux détails. Il a déclaré avoir réussi à se relever et avoir porté un coup de pied à la tête de l'un de ses agresseurs. Cette partie du récit semblait davantage appartenir à un fantasme qu'à une réalité. Pour confirmer ou infirmer ce récit, les policiers ont continué à interroger l'adolescent. La description des agresseurs présumés faite par l'adolescent a permis aux autorités de réaliser des portraits robots de ces derniers. Les enquêteurs ont également pris des photos des agresseurs et réinterrogé les personnes présentes dans le parc le jour de la disparition d'Anna. Aucune des personnes interrogées n'a reconnu les agresseurs. Enfin, la police a prélevé un échantillon de boue sur les chaussures de l'adolescent et a saisi son téléphone portable. L'enquête a été dirigée par l'inspecteur Mark O'Neill le mercredi 16 mai 2018. L'hypothèse d'une disparition simple d'Anna a rapidement laissé place à celle d'un crime possible. Des agents issus de diverses agences ont participé à l'opération de recherche. Ils ont été chargés de procéder à un balayage complet du parc ainsi que de toutes les zones éloignées possibles, des fossés et des buissons. Au cours de leur inspection, les policiers ont découvert une maison abandonnée connue dans le quartier sous le nom de Glenwood House. Cette dernière avait été construite au XIXe siècle. La demeure était inhabitée depuis la fin du XXe siècle. Considérée comme une ruine par les habitants de la région, elle était également un lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. En raison de son éloignement et de son état de délabrement,
Ce bâtiment servait de lieu de cachette pour les adolescents qui voulaient se soustraire au regard des adultes. L'intérieur comme l'extérieur de la maison était jonché d'ordures. Les policiers se sont séparés en entrant dans la maison. Certains inspectent l'espace principal tandis que d'autres explorent les chambres. Au bout d'un des couloirs principaux se trouve une pièce dont les fenêtres sont condamnées. Il y avait encore de la lumière qui passait. L'un des policiers a fini par distinguer une silhouette humaine. Il s'agissait du corps sans vie d'une femme. Son visage était couvert de cheveux. Au bout de quelques instants, il apparut clairement qu'il s'agissait d'Anna. Elle avait un morceau de ruban adhésif autour du cou et l'extrémité de ses doigts était visible en dessous. Elle semblait essayer de l'arracher pour ne pas suffoquer. La jeune fille était nue. Elle ne portait qu'un bas noir. Après une brève fouille de la chambre, les policiers ont trouvé le reste de ses vêtements. Le soutien-gorge et le t-shirt de la victime avaient été déchirés en lambeaux. Des fragments de l'étui du téléphone portable d'Anna ont été découverts sur le sol. Un bâton et une brique tachée de sang ont été découverts à côté du corps. Tout cela indique qu'il s'est passé des choses terribles ici. Finalement, l'enquête s'est concentrée sur la thèse de l'enlèvement et du meurtre. Sur ordre de l'inspecteur O'Neill, les experts médico-légaux ont commencé à collecter et à analyser les preuves trouvées sur la scène de crime. Le corps d'Anna a été transporté au centre pour y subir une autopsie. L'ampleur des traumatismes subis par le corps de la jeune fille a choqué le pathologiste. Il lui a fallu plus de 40 minutes pour dresser la liste de toutes les parties du corps présentant des blessures. Les blessures les plus graves étaient localisées à la tête et au cou. Il a également été établi qu'Anna avait été contrainte d'avoir des relations intimes. Toutefois, on ignore si cela s'est produit avant ou après sa mort. Outre les échantillons de sang appartenant à la victime, les enquêteurs ont trouvé plusieurs empreintes digitales et des traces de matériel génétique sur ses vêtements. Ces éléments leur ont permis d'établir une chronologie des événements possibles. Anna a vraisemblablement été attaquée dès qu'elle s'est retrouvée dans cette pièce. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, son agresseur l'a frappée au moins 4 fois à la tête avec une brique. Malgré ses graves blessures, la victime était encore consciente et a tenté de s'échapper. Elle a griffé son agresseur avec ses ongles. Comme ses ongles étaient faux, certains se sont détachés et sont tombés sur le sol. Anna a ensuite été traînée jusqu'à la fenêtre. Elle s'est alors inclinée vers l'intérieur. La jeune fille était peut-être déjà morte à ce moment-là. Bien qu'il n'y ait pas d'indices sur la scène de crime désignant les garçons A et B, les policiers les ont rappelés pour les interroger. Ils ont toutefois d'abord décidé d'attendre les résultats de l'analyse des échantillons de boue prélevés sur les chaussures du garçon A. Finalement, l'analyse a révélé la présence de sang d'Anna dans les chaussures de l'adolescent. Le contenu de son téléphone portable a également été examiné. On y a trouvé diverses photos de nature dérangeante, une sélection de films d'horreur, ainsi que des notes énumérant des moyens de nuire à autrui. L'élément de preuve le plus troublant est l'historique des recherches effectuées sur le navigateur du garçon A. Il s'est avéré qu'il recherchait des informations sur les lieux abandonnés de la ville. Le 23 mai 2018, soit une semaine après la découverte du corps sans vie d'Anna dans les ruines d'une maison abandonnée, la police a obtenu un mandat d'arrêt à l'encontre des adolescents. Les parents des garçons ont été informés de la date à laquelle ils devaient se présenter avec leurs enfants pour les remettre aux autorités. L'ensemble de la procédure était confidentiel. Les policiers se sont présentés au domicile des adolescents en tenue décontractée. Ils ont également utilisé des voitures banalisées afin de ne pas attirer l'attention. Le premier à être interrogé est le garçon A. Il était accompagné de son père et d'un avocat. Son témoignage est identique à celui qu'il avait précédemment donné. Dans un premier temps, les interrogateurs ont montré à l'adolescent les images de vidéosurveillance. Ils ont montré 2 silhouettes. Les images étaient sombres et granuleuses. Le garçon A a été spécifiquement informé qu'il pourrait s'agir des hommes qui l'avaient attaqué dans le parc. La police a en fait découvert que les hommes figurant sur les images étaient Anna et le garçon A. L'adolescent a ensuite été confronté à des preuves de son implication. Le suspect, âgé de 13 ans, a répondu par des réponses évasives aux questions qui lui ont été posées. À un moment donné, il a refusé de faire le moindre commentaire, suivant les conseils de son avocat. Sans ses aveux, les enquêteurs ne pouvaient pas l'inculper formellement. Selon la législation locale, toute déclaration d'un suspect doit être acceptée, même si elle est fausse.
Un autre interrogatoire du jeune homme s'est déroulé de la même manière. Son témoignage est le même que la nuit de la disparition d'Anna. Cependant, plus de 700 heures d'images provenant de diverses caméras de vidéosurveillance ont montré que son récit concernant le trajet qu'il aurait suivi dans le parc était faux. Le matin du 26 mai 2018, le garçon B a modifié sa déclaration. Il y indique qu'il a fait traverser la piste cyclable à Anna et non la zone du parc comme il l'avait initialement indiqué. Il a également affirmé que le garçon A était entré dans la maison abandonnée avec Anna. Alors qu'il quittait les lieux, il aurait entendu un cri. Selon lui, ce cri n'était pas très puissant. Le garçon B a supposé qu'Anna avait été attaquée par quelqu'un. Il pensait, en partant, que tout irait bien car son ami était là pour protéger Anna. Il a déclaré avoir menti lors du premier entretien parce qu'il ne se souvenait pas de l'itinéraire. Après s'en être prétendument souvenu, il n'a pas modifié sa déclaration car il craignait de paraître suspect aux yeux de la police. Lorsqu'on a montré au jeune homme le ruban adhésif trouvé sur la scène de crime, il l'a immédiatement reconnu. Il a déclaré qu'il l'avait donné à son ami quelques jours avant l'incident. Après ses aveux, l'adolescent a commencé à parler et à fournir de plus en plus d'informations nouvelles. Dans sa nouvelle version des faits, il raconte qu'après avoir laissé Anna en compagnie de son ami, il a décidé d'explorer les ruines de la maison. Entendant le cri de la jeune fille, le garçon B serait revenu dans la chambre et aurait vu le garçon A attaquer Anna. Selon lui, l'agresseur a d'abord tenté d'étrangler Anna pour ensuite lui arracher ses vêtements. La jeune fille pleurait et suppliait le garçon A de cesser. Mais ce dernier n'avait pas l'intention de s'arrêter. Dans la soirée du 26 mai, les autorités ont officiellement inculpé le garçon A pour meurtre. Les funérailles d'Anna ont eu lieu le jeudi 31 mai 2018. Les parents de la victime ont demandé au public de faire un don à une organisation russo-irlandaise qui s'occupe des processus d'adoption d'enfants. Grâce à cette dernière, ils ont pu faire entrer Anna dans leur famille. Le cercueil de la fille était décoré d'un drapeau russe et d'une poupée matrioshka. Ces éléments faisaient référence à ses origines. Une petite figurine de la Tour Eiffel a également été placée sur le cercueil car c'était le passe-temps favori d'Anna durant ses vacances à Paris. Après l'enterrement, l'enquête sur les causes de sa mort a continué. L'inculpation du garçon A permis à la police d'obtenir l'autorisation de fouiller le domicile et la chambre de l'adolescent. Plusieurs éléments de preuve y ont été découverts, qui ont renforcé les soupçons pesant sur l'accusé. Les autorités y ont trouvé un sac contenant ce qui a été décrit plus tard comme le kit du tueur. Il s'agissait d'un masque de cuir artisanal, de genouillères et de coudières, de gants et d'une écharpe en filet. L'examen médico-légal a révélé la présence du sang d'Anna sur chacun de ces objets. 2 téléphones portables ont également été découverts. Ensemble, ils contenaient plus de 12 000 images pornographiques. La plupart représentèrent des hommes, les yeux fermés, en train d'étrangler des femmes nues. Après avoir examiné l'historique de navigation de ces appareils, les enquêteurs ont découvert que l'adolescent visitait régulièrement des sites pour adultes. En règle générale, le jeune homme était attiré par des vidéos mettant en scène des filles russes. Certaines d'entre elles s'appelaient Anastasia. Au fil du temps, les preuves contre l'adolescent ont fini par se multiplier. Tout d'abord, un homme qui promenait son chien dans le parc a affirmé avoir vu l'accusé près d'une maison abandonnée le jour de la disparition d'Anna. Ensuite, un camarade de classe du jeune homme a témoigné. Selon lui, l'accusé aurait eu un comportement étrange pendant plusieurs jours après la disparition de la jeune fille. Par ailleurs, les enquêteurs ont reçu les résultats de l'analyse du matériel génétique trouvé sur les vêtements de la victime. La comparaison avec l'échantillon d'ADN prélevé sur l'accusé a révélé une concordance entre les deux. Cela a permis d'élargir les charges retenues contre l'adolescent de 13 ans. Il est désormais également accusé de contrainte aggravée à l'intimité. Depuis, les adolescents ont été interrogés au moins 3 fois plus souvent. Les enquêteurs ont tenté d'obtenir de plus amples informations sur le jour où l'infraction a été commise. Le garçon B a fait une nouvelle déclaration. Il a expliqué qu'à une époque, lui et le garçon A étaient proches amis. Cependant, ils se seraient récemment disputés et éloignés l'un de l'autre. Selon lui, il avait cessé de lui faire confiance. Ce dernier l'avait toujours trouvé étrange. Il avait peur de lui, même s'il ne comprenait pas exactement la raison de cette peur. Selon les éléments de preuve, 1 mois avant l'agression d'Anna, les 2 élèves ont eu une conversation. À ce moment-là, le garçon B n'avait pas pris ses paroles au sérieux. Il a néanmoins demandé à son ami de lui confirmer l'identité de la victime potentielle. Ce dernier aurait répondu qu'il souhaitait éliminer Anna. Même après cette déclaration, le garçon B n'a pas cru que son ami pouvait vraiment commettre un acte pareil.
L'adolescent ne se rendait pas compte que c'était exactement ce qu'il avait voulu faire lorsqu'il avait demandé d'amener la jeune fille de 14 ans dans la maison abandonnée. Alors qu'il assistait à ce crime brutal, le garçon B n'arrivait pas à croire à ce qu'il voyait. Selon lui, la peur qu'il a ressentie à ce moment-là l'a paralysé. Bien qu'il ait voulu aider Anna, il n'a pas pu bouger et s'est contenté de regarder. Bien que sa participation au crime n'ait pas été directe selon ses propres dires, il a tout de même été arrêté. Pour obtenir l'autorisation de rester chez eux en attendant le procès, les parents des accusés ont dû déposer une requête auprès de la Cour suprême. Le 2 août 2018, les deux garçons ont été libérés sous caution. L'âge des délinquants a contribué à cette décision. Ils étaient tous deux âgés de 13 ans. En raison de l'abondance des preuves médico-légales et visuelles, le processus de saisine des tribunaux a été différent de celui habituellement observé. Il a notamment été interdit au public d'assister au procès. Des salles séparées ont également été prévues pour chacune des familles des accusés. Elles pouvaient s'y reposer et s'entretenir en privé avec leurs avocats. Une pause de 15 minutes était observée après chaque heure de procès. Cette mesure visait à réduire la fatigue des adolescents. Les juges ont reçu l'ordre de ne pas porter les perruques et les robes traditionnellement portées pendant les sessions. Les autorités estiment qu'une telle image des juges pourrait effrayer les jeunes délinquants. La composition du jury a également été modifiée. Un nouveau groupe de 8 hommes et 4 femmes était constitué pour la procédure. Tous ont été informés de l'interdiction de révéler l'identité des accusés. Les avocats du garçon A ont demandé la tenue de 2 audiences distinctes. Ils ont fait valoir que le témoignage du garçon B aurait pu être sorti de son contexte et utilisé contre leur client. Le juge Paul McDermott, qui devait présider le procès, a toutefois rejeté cette demande. Il a estimé que séparer les deux affaires empêcherait le jury d'avoir une vision complète des événements. Les avocats du garçon B ont demandé que leur client soit interrogé par des experts spécialisés dans les traumatismes de l'enfance. Début 2019, un psychologue a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, également connu sous l'acronyme TSPT, chez l'adolescent. Ce trouble explique pourquoi l'adolescent n'a pas dit la vérité lors de sa première déclaration. Selon les experts, ces mensonges n'étaient pas dus à un sentiment de culpabilité, mais au grave traumatisme qu'il a subi après avoir été témoin du crime. Bien que les avocats de l'adolescent aient initialement prévu de faire témoigner des experts pour sa défense, ces témoignages auraient pu se retourner contre lui. L'un des psychologues a admis que le sujet avait révélé des informations qu'il n'avait pas communiquées à la police auparavant. Il n'est pas exclu que la divulgation de ces données lors du procès permette à l'avocat du garçon A de les utiliser pour défendre son client. En temps normal, la préparation d'un procès prend entre 18 et 24 mois. Cependant, comme je l'ai mentionné précédemment, le processus a été grandement accéléré dans cette affaire. La première audience a eu lieu en avril 2019. Géraldine et Patrick étaient présents dans la salle d'audience, tout comme les parents des adolescents qui se tenaient aux côtés de leurs enfants. Au fil de l'audience, les représentants des prévenus sont apparus de plus en plus inquiets. Le tournant pour la mère du garçon B est intervenu au moment où son fils a parlé d'Anna. Il a notamment fait des commentaires sur la façon dont elle s'habillait. Il l'a trouvée provocante. La douleur que ressentaient les parents d'Anna, ainsi que celle des parents de l'accusé, se lisait sur leur visage lors de la reconstitution des événements. La quantité de détails fournis par le garçon B au cours de son témoignage a choqué toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Des témoins ont été appelés à la barre tous les jours. Tout au long du procès, l'ensemble des preuves de l'implication des accusés ont été présentées. Elles ont également été accompagnées de plusieurs cartes numériques créées à partir d'images satellites. Celle-ci montre la zone du parc Santa Catalina, où Anna a été vue pour la dernière fois. C'est dans cette zone qu'Anna a été vue pour la dernière fois. Une équipe de technologues du National Forensic Science Bureau a créé un modèle 3D de l'extérieur et de l'intérieur de Glenwood House. Ce modèle indique l'emplacement du corps d'Anna. Les jurés ont reçu des images réelles de la scène de crime sur lesquelles on peut voir la victime ainsi que l'arme du crime. L'équipe de défense du garçon B a décidé d'inviter un psychologue qui, avec ses collègues, fournirait une évaluation indépendante de sa santé mentale. L'expert a déclaré que l'adolescent avait été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique à la suite de l'incident. Par ailleurs, l'avocat du garçon a présenté le questionnaire scolaire de son client. Ce questionnaire a été rempli quelque temps avant l'agression d'Anna. Il y décrivait le garçon A.
Il y mentionnait notamment que ce dernier aimait regarder des films d'horreur et passer du temps dans des endroits abandonnés. Le garçon B a également décrit son ancien ami comme une personne étrange ayant maintes fois mentionné des formes d'agression et de satanisme. Finalement, le juge a décidé que ces informations ne pouvaient être utilisées comme preuve par aucune des parties. Le jury s'est rapidement réuni pour commencer à délibérer. La dernière session du procès, qui s'est déroulée le 15 juillet 2019, a marqué la fin des audiences. Avant de rendre son verdict, le juge Paul McDermott a remercié le jury pour son travail tout au long du procès. Au terme de son délibéré, le jury a reconnu le garçon A, coupable des chefs d'accusation de meurtre et d'incitation aggravée à l'intimidation. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité, avec possibilité de réexamen au bout de 12 ans. Le garçon B a quant à lui été reconnu coupable du chef d'accusation de meurtre. Il a été condamné à 15 ans de prison, avec une possibilité de réexamen au bout de 8 ans. Lorsque la sentence a été prononcée, les parents des adolescents ont serré leurs enfants dans leurs bras. Le père du garçon B n'a pas pu contenir ses émotions et a explosé de colère. Il a même été expulsé de la salle d'audience avant d'y être autorisé à retourner. Géraldine et Patrick, quant à eux, pleuraient doucement. Après la fin du procès, ils ont parlé publiquement de leur expérience de la perte d'Anna. Selon eux, leur douleur était immense et rien ne pouvait les dédommager du départ d'Anna. Les raisons pour lesquelles 2 garçons de 13 ans ont perpétré un massacre si brutal contre Anna restent inconnues. Certains avancent l'hypothèse selon laquelle la jeune fille a été victime d'un acte odieux simplement parce qu'elle était différente. Ce crime odieux n'a pas seulement ôté la vie à Anna et laissé ses parents dévastés, il a également détruit l'existence des accusés et de leurs familles. Dans une affaire qui a secoué tout le pays, les adolescents sont devenus les plus jeunes personnes condamnées pour meurtre en Irlande. Malgré la brutalité de leur acte, la loi irlandaise ne permet pas de révéler leur identité. En 2023, une dizaine de personnes ont été accusées d'avoir rendu publiques les données personnelles des 2 adolescents. Certains de ces citoyens pourraient être poursuivis en justice. Tiffany Taylor est née en 1999 à Brisbane, capitale de l'État du Queensland, dans le nord-est de l'Australie. Elle vivait avec sa mère, Liane, et sa sœur aînée, Chloé. On ignore tout du père de Tiffany. Liane élevait seule ses 2 filles et devait cumuler plusieurs emplois pour subvenir à leurs besoins. Tiffany et Chloé étaient très proches et veillaient l'une sur l'autre. Chloé racontait que sa sœur aimait chanter depuis son plus jeune âge. Selon elle, leur mère et elle écoutaient toujours avec plaisir Tiffany interpréter les chansons de sa chanteuse préférée, Adele. Le week-end, elles passaient beaucoup de temps ensemble et rêvaient de voir Tiffany devenir un jour une grande star. Tiffany nourrissait également une autre passion, la cuisine. Elle regardait avec enthousiasme des émissions culinaires et apprenait à préparer différents plats. En grandissant, les 2 sœurs se sont éloignées l'une de l'autre. La confiance qui les liait s'était dissipée. Elles avaient pratiquement cessé de se parler. Comme l'a raconté plus tard Chloé, tout avait commencé lorsque Tiffany avait 12 ans. À cette époque, Tiffany avait commencé à fréquenter de mauvaises compagnies, à fumer et à consommer de l'alcool, puis elle était rapidement passée à des substances illicites plus dures. Le comportement de Tiffany était devenu de plus en plus imprévisible. C'est également à cette période qu'elle avait rencontré un homme nommé Gregory Hill, qui avait 3 fois son âge. Gregory était sans emploi et passait beaucoup de temps chez Tiffany pendant que sa mère était au travail. Un jour, Liane est rentrée plus tôt que prévu et a été stupéfaite de trouver sa fille cadette en train de danser sur les genoux d'un inconnu. En voyant cela, la mère de Tiffany s'est emportée violemment, ce qui a poussé la jeune fille à quitter le domicile familial. Elle est alors allée vivre chez Gregory. Tiffany et Gregory disposaient de très peu de ressources. Ils logeaient principalement dans les chambres des motels les plus bon marché. Pour pouvoir payer ses chambres et subvenir aux besoins de Gregory, Tiffany avait commencé à se prostituer, offrant des services intimes en échange d'argent. En 2015, Tiffany, alors âgée de 16 ans, est tombée enceinte. Cela n'a pas surpris sa famille. Sa sœur aînée, Chloé, était déjà mère à cette époque. Chloé se souvenait que sa sœur aimait les enfants. Elle pensait que Tiffany ferait une excellente mère. Liane et Chloé espéraient que la maternité aurait une influence positive sur le mode de vie de Tiffany. Mais malheureusement, leurs espoirs ont été déçus. Le matin du 12 juillet 2015, Tiffany est sortie de la chambre de motel où elle séjournait avec Gregory.
elle avait accepté de rencontrer un homme qu'elle avait connu sur un site de rencontre dans le but de gagner de l'argent. Cet homme, Rodney Wayne Williams, âgé de 60 ans, lui avait promis une somme de 500 $ en échange d'une relation intime. À ce moment-là, Tiffany était enceinte de 20 semaines. Ce fut la dernière fois qu'elle fut vue vivante. Le soir venu, elle n'était toujours pas rentrée. Selon Gregory, lorsqu'il avait tenté de la joindre, son téléphone était déjà éteint. Cependant, il a été établi par la suite que Gregory n'avait en réalité entrepris aucune démarche pour la contacter et qu'il s'était montré totalement indifférent à sa disparition. Il n'avait même pas signalé son absence aux autorités. Quelques jours plus tard, la mère de Tiffany a contacté la police. Liane s'inquiétait de ne pas avoir eu de nouvelles de sa fille depuis plusieurs jours. Les enquêteurs ont d'abord interrogé Gregory. L'homme a affirmé qu'il ignorait où se trouvait Tiffany. Il a également nié avoir entretenu une relation stable avec elle. Il a seulement reconnu avoir eu, pour la première fois, des relations sexuelles avec Tiffany après qu'elle eut atteint l'âge de 16 ans. Concernant la grossesse, Gregory a précisé qu'il doutait être le père de l'enfant à naître. Dans l'ensemble, il a cherché à se déresponsabiliser au maximum, affirmant qu'il ignorait que sa jeune compagne se prostituait. Selon ses dires, le jour de sa disparition, Tiffany lui aurait déclaré qu'elle allait voir son oncle avant de revenir au motel. Toutefois, au cours de l'enquête, plus de 300 messages ont été retrouvés, dont le contenu révélait que Tiffany proposait effectivement des relations sexuelles contre rémunération. Peu de temps après, les enquêteurs ont établi que la dernière personne avec laquelle Tiffany avait été en contact était Rodney, un homme lui ayant promis de l'argent en échange de relations sexuelles. Ils ont également découvert que Rodney avait déjà été arrêté à plusieurs reprises pour meurtre, vol et d'autres infractions. Le 11 août 2015, la police a pris contact avec lui par téléphone et a convenu d'un rendez-vous fixé au 14 août. Toutefois, Rodney a été interpellé avant cette date. Le 13 août, il a été arrêté à la gare, en possession d'une valise contenant ses effets personnels. Au moment de son arrestation, il demandait à des passants comment se rendre à Darwin. Les autorités ont alors compris qu'il s'apprêtait à prendre la fuite afin d'éviter d'être entendu par les enquêteurs. Le jour même, il a été placé en garde à vue. Dès le début de l'interrogatoire, Rodney a nié toute implication dans la disparition de Tiffany et a tenu des propos contradictoires concernant la nature de leur relation. À ce stade, la police disposait déjà d'images issues de caméras de surveillance routière. Ces enregistrements montraient la voiture de Rodney circulant sur une autoroute le 12 juillet, avec une passagère à bord. Selon les enquêteurs, quelque chose aurait mal tourné entre Rodney et Tiffany au cours du trajet. Une dispute aurait pu éclater, peut-être parce que l'homme ne disposait pas de la somme d'argent convenue. Ainsi, au cours de l'altercation, il aurait maîtrisé Tiffany, se serait débarrassé de son téléphone puis de son corps. Plus tard, le téléphone portable de Tiffany a été retrouvé. Malheureusement, cette découverte n'a pas permis à la police de localiser le corps de la victime. À ce moment-là, la voiture de Rodney avait déjà été inspectée. Lors de l'examen du véhicule, les experts médico-légaux ont mis en évidence des traces de sang sur le tableau de bord, le siège passager et le levier de vitesse. Les analyses réalisées en laboratoire ont rapidement confirmé que l'ADN prélevé correspondait à celui de Tiffany. Conscient que les enquêteurs découvriraient ces éléments, Rodney avait anticipé les questions et préparé des explications. Il a affirmé que Tiffany saignait du nez lorsqu'elle était montée dans sa voiture. Autrement dit, selon lui, les traces de sang retrouvées dans le véhicule s'expliquaient par un simple saignement de nez auquel il n'était en rien impliqué. Il a également déclaré l'avoir déposé en bonne santé sur le parking d'un relais routier. Les enquêteurs, cependant, disposaient d'une toute autre version. Au fil de l'enquête, il a été établi que Rodney avait effectivement donné rendez-vous à Tiffany. Après avoir commis le crime, il se serait débarrassé de son téléphone portable, puis aurait roulé sur plusieurs kilomètres avec son corps sans vie à bord, avant de trouver un endroit isolé pour le dissimuler discrètement. En mars 2020, un procès s'est tenu, au cours duquel le jury a déclaré Rodney Wayne Williams coupable de meurtre. Il a donc été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans d'incarcération. Cependant, un an plus tard, en juin 2021, l'appel interjeté par la défense de l'accusé a abouti. La cour d'appel a annulé le verdict et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Celui-ci s'est déroulé en octobre 2021. Compte tenu du caractère irréfutable des preuves présentées et du passé criminel de l'accusé, Rodney a de nouveau été reconnu coupable de meurtre.
Le juge Peter Applehart s'est exprimé avec fermeté à l'égard de l'accusé et l'a condamné à la même peine que précédemment. La réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Le corps de Tiffany Taylor n'a jamais été retrouvé. Ses proches gardent l'espoir qu'un jour ses restes seront découverts, afin qu'ils puissent organiser des funérailles dignes de ce nom. Quant à Gregory Hill, le compagnon de Tiffany, il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour les faits présumés de corruption de mineurs ou de proxénétisme commis à son encontre.